Continents intérieurs par Philippe Renaud. Aujourd'hui, Le désir et le monde, trajectoire de Renaud Barbaras. En compagnie de Renaud Barbaras, Camille Riquier, Mathias Goy et Élodie Boublil. Il y a quelques mois, nous avions pu entendre Michel Bidbol nous entretenir du parcours tout à fait singulier, l'ayant conduit sur les pas de Francisco Varela à inclure l'approche phénoménologique au cœur de ses recherches. C'est pour essayer de mener plus avant notre exploration des ramifications contemporaines de ce courant majeur de la philosophie qu'est la phénoménologie, afin également de montrer son étonnante diversité et sa remarquable vigueur, que nous aurons le plaisir aujourd'hui d'entendre Renaud Barbaras dans une série de 3 entretiens. Renaud Barbaras, qui enseigne la philosophie contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est membre des archives Husserl à l'École normale supérieure, et qui, à la suite de travaux déterminants sur les figures de Maurice Merleau-Ponty et de Jan Patočka, poursuit à son tour, depuis bientôt 2 décennies, une œuvre philosophique fermement ancrée dans la tradition phénoménologique. Œuvre dont témoigne toute une série d'ouvrages, les plus récents étant Dynamique de la manifestation, chez Vrin en 2013, Métaphysique du sentiment, au Cerf en 2016, et Le désir et le monde, chez Hermann, également en 2016. Camille Riquier va mener ce premier entretien avec Renaud Barbaras. Camille Riquier, qui est maître de conférence à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Outre ses nombreux articles et directions d'ouvrages, il a publié Archéologie de Bergson, Temps et métaphysique, au PUF en 2009, ainsi que Philosophie de Péguy ou Les mémoires d'un imbécile, également au PUF en 2017. Donc bonjour Renaud Barbaras, vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne et l'auteur d'une œuvre considérable. 15 titres ont déjà paru qui permettent de déployer une phénoménologie d'avis inédite et doivent bientôt paraître aux éditions Beauchesne par les soins de Mathias Goy. 2 gros volumes qui rassembleront une grande part des articles que vous avez publiés et dans lequel vous discutez les auteurs de la tradition, notamment phénoménologique. Et c'est donc pour moi l'occasion d'interroger votre rapport à l'histoire de la philosophie et à votre inscription en elle. Car au fond, il y a 2 manières pour un auteur de s'y confronter. Soit, comme beaucoup, en se confrontant à ceux desquels on diffère le plus, et ce qui prime alors est le geste de refus, en sorte qu'on construit sa philosophie par opposition à d'autres, c'est-à-dire avec elle pour être contre elle. Et à cet égard, Michel Haar s'étonnait que la pensée de Michel Henry
se soit constamment référée à un auteur, Heidegger, dont elle n'a gardé aucun principe fondamental, et on pourrait dire de même du rapport de Lévinas à Heidegger, qui n'est que d'opposition, malgré son omniprésence. Et le plus souvent, effectivement, beaucoup se font un devoir de discuter avec ces philosophies qui dominent leur époque. Et cela peut induire bien des erreurs d'interprétation. Pour la raison qu'ils en parlent beaucoup, les lecteurs les croient proches de leurs auteurs. Ils voient des influences alors même qu'ils en sont au plus loin. Et puis, il y a la manière que vous pratiquez, à vrai dire plus rare et singulière, qui discute avec sa propre famille, pour y déceler des écarts entre des auteurs qui vous semblent parents, pour y déceler surtout des écarts entre chacun et vous-même. Ces différences fussent-elles minimes. Ainsi, avec Sartre, Merleau-Ponty, Maldiné, Patočka, ces auteurs avec lesquels vous discutez dans les recueils qui y paraîtront. Et même quand vous discutez avec un auteur qui vous est étranger, comme Heidegger, c'est néanmoins sur le point précis où il vous est le plus proche. Cette manière me semble remarquable, car elle ne se positionne que par rapport à elle-même et permet, si je puis dire, d'introduire un surcroît de finesse dans vos analyses. Donc même si la position qui est la vôtre vous entraîne parfois à exagérer les distances que vous prenez avec tel ou tel, c'est au fond qu'elle invite en fait à lire les auteurs avec une acribie qui au contraire me semble leur rendre justice, car vous me semblez opérer par ajustement réglé, corrections successives et déplacements minimes. Et cette manière d'ailleurs a eu pour heureux effet, d'avoir fait entrer dans l'université, grâce à vous, et qu'on en juge au nombre des thèses qui ont été faites par la suite, des auteurs qui étaient peu connus encore, voire pas du tout. Bergson, on oublie, il était peu étudié il y a 15 ans quand vous faisiez cours sur lui, Patočka, Raymond Ruyère, Michael Dufresne, etc. Donc en quoi cette manière de faire de la philosophie ou de l'histoire de la philosophie vous semble préférable? C'est-à-dire que votre phénoménologie est certes radicale, en cela qu'elle va à la racine, mais elle me semble procéder dans le même temps d'un geste qui se veut plutôt celui d'un continuateur, plutôt que d'un commençant. De quelqu'un qui veut conduire chacun à sa vérité propre, beaucoup plus qu'il ne cherche à réfuter. Est-ce là, au fond, votre démarche et votre manière de vous inscrire dans l'histoire de la philosophie? Je vous remercie pour cette description qui me paraît assez juste. À dire vrai, ça c'est pas de l'ordre de ce que vous avez nommé une méthode, ni même d'une décision. Je dirais que d'abord je ne suis pas un grand lecteur, encore moins un historien, et donc dès le début, en tout cas dès ma thèse sur Merleau-Ponty, il y a bien longtemps maintenant, j'étais animé plutôt par une question philosophique, et au fond la lecture des auteurs elle est totalement déterminée par cette question, dans une sorte d'harmonie heureuse. Ça m'arrive avec d'autres auteurs, ceux que vous avez cités, mais d'autres aussi. J'ai l'impression que il m'est arrivé de pressentir que là, quelque chose de décisif allait m'être apporté. Ça m'est arrivé avec Ancionas, ça m'est arrivé plus récemment avec Michael Dufresne, et il y a une sorte d'harmonie étonnante par laquelle, en effet, dans ce livre que je pressentais comme décisif, j'y trouve ce que je cherchais. J'y trouve ce que je cherchais moi, c'est-à-dire au fond comme la confirmation de ma propre démarche. Donc il y a une sorte de mouvement à double sens par lequel je trouve chez un auteur la confirmation de ma propre démarche que je cherchais, et par là même évidemment je me l'approprie complètement, et il me donne ce que j'attendais, et par là même je m'en débarrasse, c'est-à-dire que je le dépasse, quoi. Donc c'est beaucoup plus. Et vous en écartez aussi. Et je m'en écarte, mais c'est de l'intérieur. Ce qui est très frappant, c'est que je me dis c'est ça. Donc il y a un phénomène au fond de reconnaissance très profond, et encore une fois avec une sorte d'harmonie préétablie. C'est ça. J'ai l'impression de pouvoir y adhérer pleinement, mais je ne peux y adhérer pleinement que parce que, si j'ose dire, il adhérait à moi. C'est-à-dire que parce que, et voilà, j'y trouve ce que je cherche. Et puis ensuite, eh bien, une fois que c'est fait, eh bien, il est comme assimilé. Et alors, c'est à un point tel que, bon, c'est vrai de Patočka, c'est pas de Merleau-Ponty, c'est que je ne peux plus en parler. C'est-à-dire, je ne sais plus qui est ce qui est de lui et ce qui est de moi. Et il m'est absolument impossible d'en parler. C'est pour ça que depuis très longtemps encore, on continue à me demander des choses sur Merleau-Ponty, et je refuse systématiquement parce que je suis tout simplement incapable de parler de Merleau-Ponty, parce que je ne sais plus du tout ce qui est de lui, ce qui est de moi. Je l'ai traversé en profondeur. Je suis de ce point de vue-là un continuateur, et d'une certaine façon un continuateur revendiqué. J'ai l'impression, j'en ai parlé encore ce matin à la Sorbonne, de vouloir
pousser au bout des choses qui me paraissent insuffisamment accomplies chez Merleau-Ponty. Donc en effet, voilà, s'il y a une méthode, mais je suis pas sûr que ce soit le terme, ce serait celle-ci. D'ailleurs, en cela, à l'occasion récente de la lecture d'une excellente thèse, je me suis rendu compte que cette méthode est assez comparable à celle de Sartre, en fait. Sartre procédait de la même façon. Il s'appropriait pleinement un auteur, il pénétrait au plus profond de l'auteur, et pour ensuite, y trouver ce qu'il y cherchait pour sa propre démarche et l'abandonner purement et simplement. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait l'écrire de cette façon, la méthode. Alors, ma deuxième question, justement, sera un petit peu à l'inverse de la précédente. Je voudrais justement, néanmoins, vous inviter à parler d'une autre famille que la vôtre, puisque vous ne faites pas vous-même. C'est-à-dire cette famille qui vous est étrangère, et dont, parfois, d'ailleurs, vous vous étonnez qu'on vous compare à elle, pour la raison simple que vous l'ignorez, et que les ressemblances ne peuvent alors être que fortuites. Et je vous donne raison. Ce fut le cas pour Schelling, peut-être Plotin. Néanmoins, c'est une autre manière d'éclairer vos conceptions propres, et il y aurait peut-être des fruits profitables au lecteur, en procédant ainsi, puisque vous-même, vous ne faites pas ou moins. Et donc, dans cette optique, nous voudrions citer Spinoza. Votre phénoménologie du désir vous a conduit à dépasser le sujet, comme sujet dont le mode d'être est le désir, vers cela même qui le rend possible, à savoir le monde auquel il appartient pour autant qu'il le désire, et que vous envisagez comme un archimouvement éternel par lequel la différenciation des étangs procède de sa surpuissance. Et le procès du monde que vous décrivez ainsi ressemble, à bien des égards, à Spinoza plus encore qu'à Plotin. C'est-à-dire à la nature naturante naturée de Spinoza, dont la puissance d'exister est cause immanente et non transitive de toute chose. C'est-à-dire que pour lui comme pour vous, les étangs sont inséparables du fond processuel qui les produit. Et il vous arrive d'ailleurs de parler en termes de monde mondifiant et de monde mondifié. Et je vous demanderai donc, d'ailleurs par la même occasion, si la lecture deleuzienne de Spinoza a pu être une influence importante, mais oubliée de vos années d'études. Mais à mes yeux, c'est précisément cette proximité apparente qui pourrait permettre de mesurer toute la distance qui vous sépare de lui. Et donc, l'originalité de votre démarche. Car, pour le dire d'un mot, ce qu'il y a de plus difficile à comprendre dans le spinozisme, et qui est, au fond, chez lui, une aporie, c'est que l'éternité étant immanente aux choses mêmes, il n'y a aucune raison pour que les étangs finis s'en séparent, voire existent pour eux-mêmes. Si la cause immanente de toute chose est pleine positivité, c'est alors le passage au mode fini qui est chez lui proprement inexplicable. C'est-à-dire, bref, le passage à l'existence. Or, cette aporie, vous arrivez à la résoudre, et à la résoudre doublement, en introduisant une dimension de négativité dont Spinoza avait cru devoir se passer, c'est-à-dire d'abord une négativité au sein du monde, sans laquelle aucun étant ne pourrait se différencier en son sein et venir à la manifestation, c'est-à-dire que le monde n'est monde que si l'infinité de son mouvement a pour envers une première finitude qui le développe en étant différencié. C'est ce qui fait que la puissance infinie, pour vous, n'est pas Dieu, comme chez Spinoza, mais bien le monde. Et vous souscririez sûrement à cette remarque de Hegel, affirmant que le spinozisme n'est pas un athéisme, mais plutôt un acosmisme. Mais surtout, il est nécessaire d'en venir à une seconde finitude, celle du sujet. Car justement, au lieu d'escamoter la difficulté, qu'à vrai dire Spinoza ne pouvait surmonter, vous en faites le principe de votre solution. C'est justement parce qu'il n'est pas possible de faire la genèse du sujet à partir du monde processuel que vous êtes, pour ainsi dire, contraint d'affirmer un archi-événement qui, sans cause ni raison, déchire le tissu ontologique du monde et opère en lui une scission originaire dont le sujet vivant procède, en vertu de cette séparation même. Pensez, comme vous le dites, comme exode pour l'animal et comme exil pour l'homme. Et donc toute la différence avec Spinoza éclate aux yeux. C'est parce que le sujet ne peut être un simple effet de la puissance du monde, dont par impuissance il est séparé, que son désir ne peut pas davantage prendre la forme du conatus, tout plein de lui-même en tant qu'il est persévérance dans l'être. J'insiste sur Spinoza puisque, d'une certaine manière, dans toute la phénoménologie française, Spinoza a servi, si je puis dire, de repoussoir, de pôle répulsif. Pourriez-vous, en quelque sorte, également dire que le spinozisme, comme c'est le cas de Sartre, Merleau-Ponty et de tant d'autres, est au fond aux antipodes de votre position?
En tout cas, je vous remercie pour cette mise au point. D'abord, je vous remercie de me parler de Spinoza, ce qu'on ne fait jamais. Et puis, je vous remercie de cette mise au point. J'ai pas grand-chose à ajouter, tout à fait impressionnante sur mon rapport à Spinoza. Alors, je vais quand même faire un aveu, c'est que j'ai eu une jeunesse deleuziano-spinoziste, c'est-à-dire que c'est là aussi ce que je voulais de manière très confuse. Avant de, enfin, pour tout dire, je suis tombé dans la phénoménologie très petit, c'est-à-dire dès l'âge de 17-18 ans. Voilà. Et puis après, il y a une sorte de détour. J'ai quand même travaillé sur Leibniz, j'ai commencé une thèse de philosophie sur la métaphysique leibnizienne, et donc j'étais dans l'univers du XVIIe. Et pour différentes raisons, y compris personnelles, j'ai été assez proche de Deleuze, et j'étais très impressionné par voilà, les livres de Deleuze, Logique du sens, Différence et répétition, et donc par le Spinoza de Deleuze. Mais curieusement, le jour où j'ai définitivement décidé de me consacrer à la phénoménologie, c'était à l'occasion de la lecture du livre de Trần-Duc Thao, Phénoménologie, matérialisme, dialectique. C'était pour moi vraiment la confirmation définitive qu'il fallait que je me consacre à ça. C'était un peu plus tard, enfin, j'étais quand même très jeune. Ça a occulté définitivement le spinozisme. Parce que c'est la lecture de Trần-Duc Thao qui vous a converti à la phénoménologie. Pas converti, j'y étais déjà acquis, mais le contexte de l'école normale supérieure de Saint-Cloud de l'époque, le contexte philosophique en général, me conduisait évidemment à m'écarter de la phénoménologie, qui était tout à fait déconsidérée à l'époque, et à aller du côté de ce qui était seul digne d'intérêt, c'est-à-dire l'épistémologie et la métaphysique du XVIIe. Et donc j'ai travaillé sur Leibniz, mais non pas sur le Leibniz versant logique, mais sur ce qui est intéressant, le plus intéressant chez Leibniz, c'est-à-dire la question de la création du monde, de la compossibilité, de la finitude, tout ça. D'une certaine façon, d'ailleurs, j'ai l'impression maintenant de rejoindre des intuitions que j'avais cru trouver chez Leibniz, mais simplement j'ai eu le sentiment assez vite que c'est plutôt dans la phénoménologie que je trouverais une réponse aux questions philosophiques que je croyais pouvoir traiter dans l'émitianisme. Donc, j'étais dans cette tension entre un investissement dans la phénoménologie et puis une sorte de contexte universitaire qui m'en éloignait. Et puis, alors que je commençais à enseigner au lycée, c'était vers 81, 82, en lisant Trần-Duc Thao, je me suis dit, décidément, c'est absolument ce qu'il faut faire et rien d'autre, et je me suis consacré à la phénoménologie. Et de ce jour, le spinozisme, pas la philosophie classique, parce que Descartes, Leibniz, c'est une autre histoire. Le spinozisme a disparu totalement de mon univers, mais de toute façon, j'ai le sentiment, en effet, que c'est une pensée, d'abord c'est une pensée pour laquelle j'ai la plus grande admiration, et je reprendrai à mon compte évidemment la fameuse phrase de Bergson sur le fait que tout philosophe a deux philosophies, celle de Spinoza et la sienne. En un sens, je pourrais dire ça au sens où c'est probablement la sommet ou le sommet de l'histoire de la pensée, et en même temps c'est une pensée qui m'est en effet totalement étrangère. Alors, si je reprends très rapidement les points que vous évoquez, déjà sur la question du désir, au fond c'est une philosophie du désir sans négativité, comme Deleuze, et c'est le premier point sur lequel je m'oppose radicalement, ce qui ne veut pas dire bien sûr de rabattre le désir sur le manque. Autrement dit, ma perspective, pour dire vite, consisterait à frayer une voie entre une philosophie positive, affirmative du désir, qui serait celle de Spinoza et Deleuze, et une philosophie de type lacanien, qui penserait le désir sur le mode du manque, aussi d'ailleurs, soit sophistiqué, soit la manière dont Lacan le pense. Donc de toute façon, comme vous l'avez très bien dit, c'est la question de la négativité qui joue. Du coup, en second lieu, vous dites, les étangs sont inséparables du fond processuel, certes, mais j'ajouterais, le fond processuel ne se confond jamais avec les étangs. Donc il y a une sorte de retrait fondamental du fond processuel par rapport aux étangs, qui fait que je m'inscris dans le champ de la phénoménologie et non pas du spinozisme. Autrement dit, ce retrait du fond processuel par rapport aux étangs, c'est le retrait du monde par rapport à son apparaître. Or, c'est cette coupure fondamentale qui est inscrite dans la phénoménalité même, qui est absente du spinozisme, bien entendu. Donc, vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point. Du coup, évidemment, la question du passage au monde fini, la question du statut, qui est la question la plus difficile chez Spinoza, des modes finis, si j'ose dire, dans ma perspective, elle est résolue d'avance, puisque au fond, la finité des modes finis, elle est corrélative du retrait du fond. C'est-à-dire, si on pense à un excès du fond processuel, on a l'écart. Autrement dit, le fond ne se maintient comme fond qu'en se finitisant. Ce qui n'est pas le cas chez Spinoza, si je peux dire. Et du coup, enfin, évidemment, alors, bon, là, c'est là-dessus d'ailleurs que je suis en train un peu de bouger, mais évidemment, concernant la finitude du sujet, dans la mesure où le statut du sujet par rapport au monde n'est pas identifiable à celui des autres étangs, il faut effectivement le traduire, donner un nom à ce caractère impensable du sujet. Et c'est peut-être aussi la limite de ma perspective, et le nommer archi-événement en tant que l'événement est justement ce qui n'a ni cause ni raison, et ce qui, d'une certaine façon, échappe à la pensée. Mais en un certain sens, je prolonge les choses et je dirais que parler d'archi-événement, c'est autant faire l'aveu d'une impuissance à penser que proposer vraiment une solution. Et c'est ici peut-être que les choses devraient être approfondies. Donc je ne sais pas si je vous ai répondu, mais voilà mes points d'écart qui sont fondamentaux en réalité vis-à-vis du spinozisme. Et c'est pourquoi, en effet, c'est une philosophie à laquelle je ne pense
n'entends jamais. En tout cas, pas pour mes propres... Oui, mais en même temps, ce que vous suggérez, c'est que l'horizon de pensée qui a été le vôtre lorsque vous étiez encore étudiant, c'est aussi le XVIIe siècle. Et que la lecture de Deleuze a pu aussi être un point d'appui. C'est-à-dire que la phrase de Bergson le dit bien, si on a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza, c'est qu'aussi, peut-être, commence-t-on par penser contre soi-même. Et que Spinoza était aussi progressivement cela même dont vous ne vouliez pas. Mais j'ajouterais que, enfin, moi, je dirais, alors cette fois-ci, non pas en prenant Bergson, mais à titre personnel et en tant que phénoménologue, qu'un phénoménologue a toujours deux philosophies, celle de Descartes et la sienne. C'est-à-dire que, voilà ce que je dirais. Là, par contre, oui, mon interlocuteur, enfin, comme tout le monde, si j'ose dire, depuis toujours et encore maintenant, c'est le cas, c'est Descartes. Alors, c'est ma question. Ça, évidemment. Je parlais de Spinoza pour avoir à parler de Descartes, parce que je voudrais évidemment aller plus loin dans ce sens. Et interroger en même temps donc votre rapport à Descartes, évidemment qui est toujours un rapport très complexe, car il s'agirait absolument pas de voir dans votre travail évidemment un spinozisme amendé ou réformé. C'est-à-dire qu'il me semble que si vous pouvez résoudre des difficultés que Spinoza n'a pas pu surmonter, c'est que justement votre démarche est tout autre, et que même si votre rapport à Descartes a été dans beaucoup de vos ouvrages précédents plutôt critique à son endroit, elle me semble en fait secrètement mais profondément cartésienne. Je m'explique. Donc c'est une suggestion que j'aimerais vous faire et en même temps ce sera pour vous la possibilité de vous exprimer dans votre rapport à Descartes. C'est que si vous avez pu sortir de la difficulté dont je parlais, de l'aporie spinoziste, grâce à une métaphysique de l'événement, comme scission originaire. Si vous avez pu retrouver le sujet après l'avoir perdu, dans l'archimouvement du monde, c'est parce que vous en étiez d'abord parti. C'est-à-dire que le monde peut certes jouer pour vous le rôle de premier principe, en tant qu'il est l'archivie, l'archimouvement, au même sens que Dieu ou la nature l'était pour Spinoza, mais contrairement à lui, vous n'en étiez pas parti, comme d'un principe dont tout doit découler. Vous y êtes venu à partir d'une phénoménologie du sujet désirant, en interrogeant l'a priori corrélationnel de la conscience comme désir, comme vie. Et donc, c'est en approfondissant le mode d'être du sujet que vous avez été renvoyé par une démarche régressive au mouvement du monde comme au principe dont il provient, c'est-à-dire à une cosmologie. Mais parce que une telle cosmologie était encore au service de la phénoménologie, une dernière étape était encore à franchir qui, par une démarche cette fois-ci progressive, devait remonter du monde, retrouver le sujet et en rendre compte. Par quoi la métaphysique devait prendre le pas sur la cosmologie à vos yeux. Donc il y a, dans votre philosophie, mais en fond qui est un parcours, 3 moments. Phénoménologie, cosmologie, métaphysique. Mais je dirais 3 moments d'un seul et même parcours, justement, qui reprend avec sa propre cohérence, mais en le rejoignant entièrement, l'itinéraire cartésien, qui partait du cogito, ne pouvait en faire un fondement véritable, remonter alors à son principe pour revenir à lui ensuite. Alors, un article de vous doit paraître bientôt, fin février, où vous proposez une réinterprétation nouvelle et tout à fait remarquable du cogito, et qui lui rend justice contre les lectures de Husserl et de Heidegger. Et d'une certaine manière, si vos remarques étaient auparavant plutôt critiques à l'égard de Descartes lorsqu'elles étaient ponctuelles, une confrontation plus directe avec Descartes semble lui être plus favorable. En tout cas, il semble y avoir pour vous une évolution, enfin il y a une évolution dans la manière dont vous rapportez à Descartes. Donc quel est le rapport? Vous dites donc que vous avez 2 philosophies, la vôtre et celle de Descartes. Quel est le rapport que vous avez eu avec Descartes? Quel est le rapport que vous avez désormais avec lui? Et y a-t-il eu évolution? Je vous remercie d'abord pour cette homologie de démarche que vous construisez, à laquelle je n'avais pas pensé. Et donc, effectivement, ça m'impressionne beaucoup. Ce serait difficile en si peu de temps d'ailleurs, ça exigerait une réflexion, de faire le point sur mon rapport à Descartes. Mais je dirais que effectivement, et d'ailleurs, c'est tout à fait déterminant, il y a eu une mutation
récente de mon rapport à Descartes, mais comme toujours, il y avait une intuition lointaine à laquelle je n'arrivais pas à donner un contenu, et qu'on trouve notamment dans une note de travail de Visible Invisible de Merleau-Ponty, où il dit au fond que la pensée cartésienne de l'âme et du corps, c'est peut-être la façon la plus juste, la plus profonde, j'oublie la formule exacte, enfin bon, et je voyais pas très bien ce qu'il voulait dire. Et donc, si vous voulez, en un certain sens, pendant longtemps, comme beaucoup de phénoménologues, Descartes a joué le jeu, non pas de repoussoir, mais de point de départ qu'il fallait surmonter sur un point très précis, qui est celui du réalisme transcendantal. Autrement dit, le cogito, oui, mais un cogito qui n'est pas un canton du monde, mais qui va être transcendantalisé et arraché en quelque sorte de son incarnation, etc., etc. Enfin, pas de son incarnation, mais en tout cas de son inscription dans le monde, de sa substantialité. Voilà. Et donc, on va dans une direction anti-cartésienne qui peut être celle d'un certain nombre de phénoménologues. Mais j'avais aussi l'idée, depuis très longtemps, selon laquelle il y a peut-être une vérité plus profonde du cogito cartésien en tant que substance. Et en tant que substance, eh bien, il n'y a pas de différence en tant que substance entre la pensée et l'étendue. Sa différence, elle porte sur l'attribut essentiel, c'est tout. Donc, de ce point de vue-là, la pensée, elle est du monde, elle est au monde, elle appartient au monde de la même façon que l'étendue. Et je me disais, effectivement, il y a peut-être là quelque chose à penser. Et en effet, à l'occasion de cette conférence que vous m'avez donné d'ailleurs l'opportunité de donner à l'Institut catholique, et puis d'un cours de Master 2 que j'ai fait dans la foulée, j'ai tenté de donner du poids à cette intuition, et ça m'a conduit à me repencher sur ce cours qui est vraiment magnifique de Merleau-Ponty, qui est le tout dernier cours. D'ailleurs, il l'a rédigé encore la veille de sa mort au Collège de France sur l'ontologie cartésienne. Et Merleau-Ponty, là, ça m'a beaucoup impressionné en le relisant, a vraiment l'intuition de ça. Il apporte assez loin, selon laquelle, au fond, la vérité du cogito, elle n'est pas tant dans sa dimension strictement transcendantale et arrachée à la mondialité, mais peut-être au contraire, dans sa dimension substantielle. Et ce qui ouvre, évidemment, vers une pensée de l'incarnation. Et alors, c'est allé tellement loin que, à l'occasion de ce cours, j'ai dû me repencher sur la question du corps, que j'avais finalement, habilement, si je peux dire, mise de côté pendant quelques années, et je me suis rendu compte que, bien tout simplement, le corps n'avait pas de place. Le corps propre, n'avait pas de place dans le dispositif théorique que j'avais mis en place dans notamment mes 3 derniers livres. Et alors, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais c'est cette réflexion sur le corps qui me conduit à reprendre les choses d'une autre façon à partir du problème de l'appartenance. Hein. Et bien, simplement, je constate qu'en reprenant les choses de cette façon, un certain nombre d'acquis que je semblais définitifs se trouvent mis en question. Voilà. Donc, vous ne croyez pas si bien dire quand vous dites qu'effectivement, il y a une transformation dans mon rapport à Descartes. Et c'est mon rapport à Descartes lui-même qui s'est transformé et qui a une incidence sur mes propres perspectives. Alors, tout ça est incoétif, mais en effet, Descartes a joué un rôle décisif dans cette affaire. Ce qui veut dire que décidément, depuis le début, on pense avec Descartes. Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Alors peut-être d'ailleurs que ma dernière question ira dans ce sens-là et dans cette manière peut-être de refondre votre réflexion sur le corps. La discussion qui va suivre va porter sur l'art, hein, sur ces genres, ces objets. Et j'aimerais vous poser en ce sens une question dans la manière dont votre phénoménologie peut investir le champ esthétique, un champ qu'un de vos livres a traversé déjà, la métaphysique du sentiment. Le désir que vous trouvez à la racine du sujet, comme son mode d'exister fondamental, et ce qui l'ouvre au monde, comme cela dont il est séparé. Et son mouvement propre, comme vous le dites, est l'identité d'un faire et d'un voir, en tant qu'il est un faire paraître. En deçà donc du partage du théorique et du pratique. Il est un faire paraître, c'est-à-dire que pour vous, désirer, au fond, c'est percevoir à distance. Et on comprend pourquoi. Si le mouvement du monde produit des étangs, et si le sujet naît de sa limitation, de sa propre impuissance, le mouvement du désir ne produit plus rien, il fait voir, il fait paraître. Mais justement, souvent, au lieu de dire faire paraître, vous dites faire voir. C'est-à-dire, la scission originaire dont procède le sujet désirant semble malgré tout donner un primat à la vision sur les autres sens. Et donc un primat du théorique, somme toute, au sens où la théoria signifie d'abord vision. Et ce serait une des questions. La vision, justement, ou la vue, n'est-elle pas le sens du lointain par excellence, de la distance, à partir duquel vous penseriez finalement les autres sens? C'est-à-dire que comment comprendriez-vous les autres sens, l'ouïe, le toucher? Est-ce que c'est à partir du paradigme de la vision ou doivent-ils relever d'un autre traitement descriptif?
Ce serait ma première question. Par ailleurs, comment, à partir du désir, c'est-à-dire qui est un faire qui ne produit plus rien, sinon voir, sinon faire paraître, comprendre que l'homme agit, malgré tout, c'est-à-dire a une praxis, et produit, malgré tout, une poiesis. C'est-à-dire quel sens vous donnez à ces modes d'exister qui semblent tout aussi essentiels, qui fait que l'homme, malgré tout, agit, produit. Et vous-même, d'ailleurs, dans la métaphysique du sentiment, vous faites une incise et vous reconnaissez qu'il faudrait s'interroger sur la place et le sens de cette activité démiurgique dans l'économie de la phénoménalité. Mais là encore, vous supposez que si l'homme agit ou produit, tous ces mouvements vers le monde jamais ne le saisissent. Tous ces mouvements jamais ne forment une action véritable sur lui. Ils ne sont jamais que des gestes impuissants qui nous donnent plutôt un langage, qui font de nous des êtres de langage plutôt que des êtres d'action et de production. C'est dans la continuité de cette question que j'aimerais justement savoir quelle est peut-être la place de l'art dans votre travail, quelle fonction vous pouvez reconnaître à l'art, parce que si l'homme peut exister poétiquement, comme vous le dites, il semble peut-être que l'art soit le moyen qu'ait trouvé l'homme pour conjurer son exil et au moins faire à nouveau l'épreuve de sa séparation d'avec le monde. C'est-à-dire que si le langage achève notre rupture avec le monde, il semble que l'art soit le moyen très singulier de retourner le langage contre lui-même, de le subvertir, si je puis dire, de l'intérieur, afin de nous permettre au contraire d'attester de notre appartenance au monde depuis sa séparation même. Donc, quel est le statut du langage que vous pourriez justement suggérer à partir de là ? Bien, je vous remercie. Ce sont beaucoup de questions en une seule. Juste une mise au point. Vous dites désirer, c'est percevoir à distance. Je dirais plutôt, c'est percevoir par la distance. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le désir, c'est l'opérateur de la phénoménalité secondaire, c'est-à-dire au fond l'émergence du sens comme tel. Et pourquoi par la distance ? Parce que la distance, ça signifie, on pourrait dire perte. Ça signifie le retrait du monde. Et donc, au fond, l'émergence du sens, c'est pas quelque chose de positif. C'est quoi le sens ? C'est la chose même privée de sa masse ontologique. Et d'une certaine façon, le sens, c'est ce qui reste une fois que le monde s'est retiré, pour dire vite. Autrement dit, et c'est en ce sens que le désir est l'opérateur même de la phénoménalité. C'est par le désir que le sens paraît comme tel, ou plutôt que la chose paraît comme telle, c'est-à-dire sous la forme de son propre sens. Mais je le pense encore une fois de manière négative, c'est parce que le désir est séparation, c'est-à-dire implique la perte du monde, que le sens peut surgir comme tel. C'était juste la mise au point que je voulais faire. Mais du coup, ça me conduit à répondre à votre seconde question, qui est très délicate, à laquelle je suis pas sûr d'être capable de répondre de manière satisfaisante, sur la vue. À dire vrai, j'ai pas le sentiment d'être pris ou d'être prisonnier d'un primat du théorique et de la vue. D'ailleurs, parler de désir, c'est plutôt insister sur le fait que le voir est justement un avancé. Et donc comme disait Patočka, c'est une force voyante, ça veut dire que le voir est une force. Donc je suis pas sûr, alors peut-être que ça me dépasse évidemment, mais que la vue est à ce point un statut prépondérant. Ce que je dirais plutôt, si on s'intéresse à la structure même du désir, c'est que le point d'application de ma réflexion, il porte sur l'articulation entre vue et toucher. Donc je dirais que s'il y a un primat, c'est tout autant celui du toucher et de la vue, et même de ce qui articule vue et toucher. Je veux dire par là que si le désir signifie à la fois communauté ontologique avec le monde et séparation, et tout autant séparation que communauté, il faut dire à la fois qu'il y a une sorte de connivence ontologique fondamentale qui est de l'ordre du toucher et une séparation qui est de l'ordre de la vue. Donc je dirais qu'au fond, la vue comme le toucher dérive inévitablement et également du statut même du désir comme séparation au sein d'une communauté ontologique. Et donc, au fond, ce que j'appelle désir, ce que j'appelle mouvement, c'est la condition de possibilité commune du voir et du toucher. Voilà plutôt comment je tenterai de présenter les choses. Alors, ça me conduit à votre troisième question, au troisième aspect de votre question, sur le faire. Alors, effectivement, si je définis la surpuissance du monde comme puissance de faire être, et le désir, au fond, eh bien, c'est l'impuissance. C'est-à-dire que je désire, si j'ose dire, faute de produire. Le désir, c'est le mode d'être de celui qui n'a pas la puissance
de faire. Mais en effet, on pourrait objecter, et on m'a déjà objecté, que nous faisons, nous produisons, nous agissons, etc. Et donc on pourrait dire que d'une certaine façon, l'agir, c'est une manière pour nous de rejoindre quelque chose de la surpuissance du monde en tant qu'elle est onturgique. Hein. Et donc ce serait une tentative de se réapproprier la dimension onturgique du monde lui-même. Hein. Ce serait une manière de dépasser l'impuissance du désir en tentant de faire être au lieu de faire paraître. Donc le faire être de toute production serait une tentative de surmonter l'impuissance inhérente au faire paraître. Alors ça me conduit à votre quatrième question sur la fonction de l'art. En effet, j'en parle dans Métaphysique du sentiment, il me semble, et d'ailleurs ça rejoint effectivement le faire, en tout cas ça permet de donner un statut au faire esthétique, il me semble qu'il y a dans l'art, en tout cas dans mes perspectives, la tentative de recourir au langage, contre le langage, ou plutôt de trouver dans le langage un recours contre lui-même, mais j'ai envie de dire de retrouver dans le désir en général un recours contre lui-même. Hein. Et donc, au fond, ce serait un faire dans la séparation, mais surmontant la séparation. Ce serait une tentative de retrouver quelque chose du sol originaire dont nous sommes inéluctablement séparés au sein même de la séparation. Donc c'est une manière de surmonter le langage dans le langage et de surmonter le désir dans le désir, c'est-à-dire de surmonter l'impuissance dans l'impuissance. Hein. Effectivement, on surmonte l'impuissance dans l'impuissance quand on tente de faire quelque chose. Et ce serait peut-être, très sommairement, la place spécifique de l'art.